De ce que Barbérin était resté si longtemps à Paris, il ne faut pas croire qu'il était en mauvaise amitié avec sa femme. La question de désaccord n'était pour rien dans cette absence. Il demeurait à Paris parce que le travail l'y retenait. Voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme, et avec l'argent qu'ils auraient amassé, ils seraient à l'abri de la misère pour le temps où l'âge leur aurait enlevé la force et la santé. Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme que je ne connaissais pas s'arrêta devant notre barrière. J'étais sur le seuil de la maison, occupé à casser une bourraie. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus, en me regardant, l'homme me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barbérin. Je lui dis d'entrer. Il poussa la barrière qui cria dans sa harte, et à pas lents il s'avançait vers la maison. Jamais je n'avais vu un homme aussi crotté. Des plaques de boue, les unes encore humides, les autres déjà sèches, le couvraient des pieds à la tête, et à le regarder l'on comprenait que depuis longtemps il marchait dans les mauvais chemins. Au bruit de nos voix, mère Barbérin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui. « J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. » C'étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d'une fois avaient frappé nos oreilles, mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots « Votre homme va bien, l'ouvrage marche ». « Ah, mon Dieu !» s'écria Mère Barbérin en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme. » Eh bien oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur. Votre homme a été blessé, voilà la vérité, seulement il n'est pas mort. Pourtant, il sera peut-être estropié. Pour le moment, il est à l'hôpital. J'ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous conter la chose en passant. Je ne peux pas m'arrêter, car j'ai encore 3 lieues à faire, et la nuit vient vite. Mère Barbérin, qui voulait en savoir plus long, pria l'homme de rester à souper. Les routes étaient mauvaises, on parlait de loups qui s'étaient montrés dans les bois. Il repartirait le lendemain matin. Il s'assit dans le coin de la cheminée, et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé. Barbérin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s'étaient abattus, et comme on avait prouvé qu'il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l'entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité. « Pas de chance, le pauvre Barbérin, dit-il, pas de chance. Il y a des malins qui auraient trouvé là-dedans un moyen pour se faire des rentes, mais votre homme n'aura rien. » Et tout en séchant les jambes de son pantalon, qui devenaient raides sous leur enduit de boue durcie, il répétait ce mot, pas de chance, avec une peine sincère qui montrait que pour lui, il se fût fait volontiers estropier dans l'espérance de gagner ainsi de bonnes rentes. « Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l'entrepreneur. Un procès, cela coûte gros. Oui, mais quand on le gagne. Mère Barbérin aurait voulu aller à Paris, mais c'était une terrible affaire qu'un voyage si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivait à l'aumônier de l'hôpital où Barbérin était soigné. Et quelques jours après, il reçut une réponse disant que mère Barbérin ne devait pas se mettre en route, mais qu'elle devait envoyer une certaine somme d'argent à son mari parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées, les semaines s'écoulèrent et de temps en temps, il arrivait des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent.
La dernière, plus pressante que les autres, disait que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces 3 mots, vendre la vache. Pour le naturaliste, la vache est un animal ruminant. Pour le promeneur, c'est une bête qui fait bien dans le paysage lorsqu'elle lève au-dessus des herbes son mufle noir humide de rosée. Pour l'enfant des villes, c'est la source du café au lait et du fromage à la crème. Mais pour le paysan, c'est bien plus et bien mieux encore. Si pauvre qu'il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu'il a une vache dans son étable. Avec une longe ou même avec une simple harte nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins herbus, là où la pâture n'appartient à personne. Et le soir, la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre. Le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache.